m'appelle Hamadou Diko, je suis le président de la jeunesse Tabital Plakou du Mali. Je peux dire que la crise malienne elle est très complexe aujourd'hui, elle dépasse tout entendement. Et aujourd'hui, nous ne pouvons même pas la définir en tant que telle. Parce que, tout d'abord, cette crise, elle est dite tout d'abord par l'absence de l'État dans toutes nos zones. C'est l'État qui joue plus son rôle et c'est ce qui a créé une confusion de rôle. C'est pourquoi certaines personnes se sont vues prendre des armes pour se défendre. Donc nous pouvons dire que pour définir aujourd'hui notre problème, il va falloir réunir tous les experts du monde pour pouvoir dire voici c'est ça les problèmes maliens actuellement. Parce qu'il y a des problèmes du terrorisme, il y a des conflits intercommunautaires, il y a des milices pro-gouvernementales si on veut, qui tuent des innocents. Il y a des bandits, il y a des mercenaires qui sont venus de part et d'autre, tels que de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, un peu partout. Nous ignorons parce que d'autres parlent même anglais, on ne sait pas d'où ils viennent. À l'intérieur aujourd'hui, ce qui est plus effrayant, c'est que quand on est pris pour un djihadiste, ou on est pris pour un terroriste, on est pris pour quelqu'un à abattre ou quelqu'un à arrêter dans l'immédiat. C'est ce qui se passe au centre du Mali aujourd'hui. Quand tu es Peul, être Peul aujourd'hui c'est un problème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les Peuls sont confrontés à 3 problèmes. D'abord, il y a l'État qui tue les Peuls, il y a la milice Dana Amassagou et la milice Bambara qui est vers Ségou, dans la région de Ségou qui tue les Peuls, plus les djihadistes eux-mêmes qui tuent les Peuls. Parmi les djihadistes, il y a toutes les ethnies. Pour preuve, le chef même des djihadistes, le leader, c'est Yad Aghali, c'est un Touareg. Pas moins de Dogon, pas moins de Bambara, pas aussi moins de toutes les ethnies du Mali qui se retrouvent. Parce que c'est des bandits, des Algériens, des Mauritaniens, des Libyens, ainsi de suite. Il y a même des Français parmi ces djihadistes-là. Donc une seule personne ou même 1000 personnes ne peuvent pas représenter toute une communauté. Ces djihadistes-là ne peuvent pas parler au nom de la communauté Peul. Et si parce que Amadou Koufa peut-être qui a été tué par la force Barkhane, même s'il est Peul, ça ne fera pas de toute la communauté Peul malienne djihadiste. Parce que pour preuve, je dirais tout simplement que les Touaregs, ils ne sont pas tous des terroristes, c'est eux qui dorment dans nos hôtels à Bamako. Alors que Yad est le chef même de Amadou Koufa. Les Peuls étaient dépassés par son comportement et ils savaient aussi que la communauté ne va pas le répondre parce qu'il n'est rien pour que les Peuls le répondent. Il n'est rien, absolument. Il ne représente que lui-même. Et je peux dire, même parmi les gens qui ont adhéré à sa cause, c'est des frustrés. C'est dû à l'injustice, à l'amalgame. Parce qu'à partir du moment où, même si tu n'adhères pas à la cause djihadiste, tu seras pris pour cible et tu seras traqué, arrêté ou tué. Donc du coup, tu te diras tout simplement, il est préférable d'être djihadiste que de rester sans être djihadiste. C'est-à-dire qu'être djihadiste permet d'être protégé au moins les djihadistes, quand même, tu seras épargné des djihadistes. Parce que là-bas, quand tu es là-bas, l'État ne t'épargne pas. Et que si tu n'es pas djihadiste, les djihadistes aussi auront quelque chose à faire avec toi. Donc si tu es djihadiste, du coup, tu es avec les djihadistes, donc là-bas tu es protégé. Maintenant, tu vas courir, c'est l'État, tu vas craindre l'État. Alors si tu n'es pas djihadiste, il y a l'État que tu dois craindre, il y a les djihadistes que tu dois craindre, il y a les milices terroristes, génocidaires, je dirais, que tu dois craindre. Donc pour éviter tout ça là, souvent ils se disent bon, vu que je ne vais pas, je serai toujours traité de djihadiste, il est préférable d'être djihadiste tout court. Ou bien certains aussi, c'était des personnes qui ont été ruinées par l'État. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'injustice, il y a la corruption. Vous comprenez, quand tu es Peul, on sait que tu n'es pas allé à l'école en général, c'est des nomades et c'est des éleveurs. Donc on dit tout simplement, si on t'arrête, amène 1 million. Quand on arrête un Peul, on cherche 1 million parce qu'on sait qu'il ne veut pas aller en prison, donc il est capable d'aller vendre 2, 4, 5 taureaux et venir donner ça au chef de brigade ou bien aux polices, à la police, voilà, donc, ou bien au juge pour être libre. Donc tout ça, c'est des facteurs favorisants. Tous ces éléments-là ont favorisé à ce que les Peuls adhèrent à la cause. Vous comprenez? En fait, on pense que les Peuls sont riches, donc on les rançonne un peu. Rare de voir un Peul qui n'a pas de vache. C'est très rare. Même s'il n'en a pas beaucoup, tu trouveras qu'il a quelque chose. Et si tu l'arrêtes tout de suite, il est capable de tout faire pour vendre, même s'il n'a que 10 têtes, il est capable de vendre les 8 pour être libre.
Parce que lui, aller en prison, c'est une honte. Tant que tu n'as pas tort, pourquoi pas aller en prison et attendre la justice faire son travail? Si tu n'as pas tort, tu seras libéré sans pour autant payer des rançons. Alors qu'au Mali, quand tu appelles, quand on t'arrête tout de suite, le procureur, il est même content. Pour ça, je dirais tout simplement que c'est une milice qui est de connivence ou qui est tolérée par l'État. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au centre, la circulation de motos est strictement interdite. Les pick-up sont interdits, les véhicules pick-up. Mais les terroristes génocidaires d'Ozo, que vous venez de citer, sont libres de circuler à moto, au vu et aussi des militaires de l'État. Ils circulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils viennent dans un village peul, ils l'incendient, ils tuent les hommes en général, souvent ils n'épargnent pas les femmes et les enfants. Ils déguerpissent tous les villages. Ils ont déguerpi pas moins de 40 villages beuls qui ont quitté là-bas, qui sont contraints de quitter et qui sont aujourd'hui entre Bamako, Sévaré, Mopti. D'autres sont partis au Burkina, la Mauritanie, ainsi un peu partout, à Sigasso. Vous comprenez? Donc eux, quand par exemple, je vais vous donner un cas, à Mora, je me rappelle le 12, quand les génocidaires d'Ozo de Dana Amassagou ont détourné les camions. Ils ont enlevé les camions qui contenaient 91 personnes, dont 25 femmes, 25 hommes, et le reste c'est 66 femmes. Vous voyez? On a alerté, on a informé l'État, on a informé les gouverneurs, les militaires, ainsi de suite. Tout le monde a été informé, tout le monde a été alerté. Ils ont conduit les camions à Ouéla. Ouéla, c'est une base de cette milice terroriste-là. Ils ont fait 3 jours avec les femmes. Ils ont choisi tous les hommes, ils les ont tués. Et ils ont épargné les femmes en leur demandant une rançon de 3 millions. Ça a été collecté et on les a remis l'argent. Ce n'est pas nous, hein, les gens du village. Ils ont donné les 3 millions, ils ont libéré les femmes. Vous comprenez? L'État est informé. Pourquoi l'État ne joue pas son rôle régalien de sécuriser les personnes de leurs biens? On sait qu'à Ouéla, alors qu'à Bankas, il y a une base militaire. À Koro, il y a une base militaire. Ils peuvent intervenir. 3 jours. Ils savaient où se trouvaient les camions. Ils savaient où se trouvaient les bases à Ouéla, à Pissa, à Kanibonge, et ainsi de suite. Nous avons, à Badiala, nous avons identifié toutes ces bases des terroristes génocidaires d'Ozola. Mais l'État ne fait rien pour les arrêter. Même la fois passée, le 13, tout court à 100, ils sont partis enlever 3000 têtes, c'est-à-dire 3000 entre moutons et sèvres, et 1000 bœufs. Ils les ont conduits à Kéké. Tout le monde, aussi au vu de tout le monde. C'est quelques jours après quand on a crié que, donc vu encore, il y avait eu les attaques de Koulogon. Donc l'État a été obligé de faire quelque chose, que voilà, le gouverneur est parti, ils ont essayé de voir avec les génocidaires d'Ozola, ils ont récupéré les bœufs, malgré qu'il y a des manquants, il y a des bœufs qui manquent, mais quand même moi je pense qu'un génocidaire d'Ozo ne doit pas être libre, il ne doit pas circuler librement sans être inquiété, alors qu'on le voit. Et nous avons entendu le Premier ministre dire à l'Assemblée nationale lors de l'interpellation passée, qu'est-ce qu'il disait? Il dit que pour désarmer les milices terroristes là, comment? Il va tuer les Maliens? Je me demande. Les terroristes génocidaires, les gens qui tuent là, ce ne sont pas des Maliens? Les peuls tués là, les 1000 peuls tués là, ce ne sont pas des Maliens? On a même ici de déplacer à Bamako, à Dialakorobougou, à Niamana, à Faladje, des déplacés qui dorment sur les ordures. Vous avez vu la vidéo, je ne sais pas. Tout le monde, c'est sur les réseaux sociaux. Ils n'ont même pas là où dormir. L'État ne fait rien pour eux, alors que c'est des Maliens. Ils payent leurs impôts. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé que d'être en liberté. Nous pouvons dire tout simplement que nous sommes étrangers dans notre propre pays. C'est ça aujourd'hui. Être peul, c'est être étranger au Mali. Si nous essayons de voir, nous savons qu'en Mauritanie, au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique, en Guinée-Conakry, voilà, dans tous ces pays, les peuls ont des problèmes, même au Cameroun. Vous voyez? Et je peux dire quand même tous ces pays-là ont des problèmes avec cette communauté peul-là. Je peux dire que les peuls du Mali ont toujours joué à l'apaisement. Mais au fur et à mesure que les choses vont évoluer de façon négative, ils finiront par dire ah, on ne peut pas rester comme ça, on nous tue, on ne nous écoute pas, on ne fait rien pour nous. Qu'est-ce qu'il faut? On va finir par nous organiser et de nous défendre. La communauté ne va pas rester comme ça en train d'observer ce qui nous arrive. On nous tue comme des animaux, comme on est devenu des gibiers, des chachères, c'est comme ça, on peut le qualifier. Ce qu'on veut, nous jouons toujours à l'apaisement. Et c'est pourquoi nous sommes en train toujours d'alerter, de dénoncer et de crier pour que nous soyons entendus. Parce que même la communauté internationale ne nous écoute pas en quelque sorte.
Vous voyez, parce que pour preuve, ils ont créé Front de libération de Massina qui n'a jamais été prononcé par Hamadou Koufa, à ma connaissance. Ils ont parlé de Katiba de Massina, des choses comme ça. C'est eux qui créent. C'est les médias occidentaux qui sont là à créer les choses et en défaveur de la communauté peuple. Mais nous, jusqu'à preuve de contraire, nous voulons rester maliens. Nous sommes des Maliens et nous voulons demeurer des Maliens paisibles. Un retour définitif de la paix en essayant en comprenant ces problèmes et en cherchant des solutions adéquates pour le retour définitif de la paix. C'est ce que nous voulons. Et il faut que les gens comprennent que c'est un problème national. Un peuple du Mali, c'est un Malien. On ne doit pas le considérer comme un peuple tout court. Il est malien et il demeure malien. Donc tous les Maliens doivent prendre ce problème pour un problème national. Nous attendons de ces communautés à ce qu'elles nous comprennent, à ce qu'elles viennent s'ajouter à nous, pour qu'on puisse ensemble parler le même langage, dire les mêmes mots et faire en sorte que la paix revienne. C'est ce que nous voulons. C'est ce que je disais. Je dis tant que l'État est incapable de jouer pleinement son rôle régalien, il y aura une confusion de rôles. Moi aujourd'hui, je n'ai pas le droit de porter une arme pour me défendre. Je n'ai pas le droit de porter une arme pour ma sécurité. Ça revient à l'État malien. Mais si l'État est incapable de le faire, chacun verra quelle solution apporter pour vivre ou pour survivre. C'est tout. Sinon, moi, j'aurais aimé d'organiser des soirées culturelles, d'inviter des artistes, d'inviter toutes les communautés peuples du monde à venir. On va sentir danser, boire du lait, que de prendre une arme. Vous voyez? C'est l'État qui a failli à sa mission. Et bon, nous sommes en train de travailler avec les personnes de bonne volonté, avec les organisations internationales. C'est comme ça que nous faisons des collectes, nous allons les donner. Quand il y a des problèmes sanitaires, on peut contacter le CICR qui nous aide le plus souvent. Il y a beaucoup d'ONG qui sont ici, qui nous aident beaucoup. Donc nous travaillons avec ces personnes de bonne volonté. Mais quand même, l'État ne s'intéresse même pas aux déplacés. Pour preuve, vous pouvez partir voir à Niamane, vous allez voir où dorment les déplacés. L'État ne les considère même pas. Alors que ça revient à l'État d'assurer leur sécurité. Rien ne se passe sans qu'on informe le gouvernement. Le Premier ministre est informé, le ministre de la Sécurité est informé, de la Défense est informé, les gouverneurs sont informés, tout le monde est informé au Mali. La France joue un double jeu. Si je comprends bien, la France n'est pas trop claire là-dessus. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on tue 47 personnes, 30 personnes, 50 personnes successivement, la France ne dit rien. Je ne peux pas comprendre ça. Alors que tout de suite, si on tient un journaliste, tu vas entendre la France se lever pour dire que non, droit de liberté, je ne sais pas, de presse, de quoi, ceci, cela, tout. On va tout entendre, tout de suite. Mais au Mali, on voit des personnes, pas moins de 40, 37, 50, des cinquantaines de personnes tuées, mais la France ne réagissait pas. C'est dernièrement qu'elle a commencé à réagir. Elle ne veut même pas qu'on qualifie de ce problème un génocide. Pourtant, ce qui se passe, c'est un génocide parce que c'est une ethnie qui est ciblée, l'ethnie Peul. Donc dans les dictionnaires, quand on vérifie, on verra tout simplement génocide. Quand une ethnie est ciblée, c'est un génocide. C'est ce qui se passe, malheureusement. C'est ce qui se passe. Les dojos là, quand ils se lèvent, c'est pour tuer les peuples. Et je peux dire que ce n'est même pas des dojos. Un dojo, il doit avoir un fusil de charge. C'est des mercenaires, hein, en quelque sorte. Si on essaie de voir la composition de cette milice, de ces milices, je dirais, c'est des militaires radiés de l'armée, parce que c'est des indisciplinés. C'est des militaires retraités, c'est des bandits, c'est des anciens du Moujao, c'est-à-dire des anciens djihadistes, des anciens de la milice Gandakoy qui avait été créée dans les années 90 pour combattre les Tamasheks, si vous vous rappelez très bien. Vous voyez? Et nous savons pertinemment que cette milice a le feu vert de l'État. Elle agit au vu aussi de tout le monde, de tous les Maliens, de l'État aussi, et de la communauté internationale. La communauté internationale ne peut pas me dire que, par exemple, la force Barkhanoubel, la milice ne peut pas dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe au centre du Mali. Ils sont là-bas. Pourquoi ils sont là-bas? C'est pour comprendre, pour voir ce qui se passe. Ils connaissent le mouvement des djihadistes, ils connaissent le mouvement des terroristes génocidaires d'Ozo, ils connaissent le mouvement des civils. Rien ne se passe sans qu'ils le comprennent. Tout se passe là-bas au vu et au sud de la communauté internationale et au vu et au sud de l'État. Et malheureusement, là où il y a les djihadistes, là, les terroristes génocidaires, Dozo ne partent même pas là-bas, les chasseurs. Même l'armée malienne ne part pas là-bas. Et même si on alerte tout de suite, si on dit au gouverneur qu'il y a un village qui va être attaqué par les terroristes djihadistes, ils ne vont pas demander à l'armée de partir, à ma connaissance, à Djaram.